Pierre-Antoine Gouraud, je suis professeur à la faculté de médecine de l'université de Nantes. Et puis voilà, c'est un vrai plaisir et quelque part extrêmement pratique de présenter après Stéphanie Combe, puisque je dirige un service hospitalier un peu particulier où nous ne traitons pas de patients, mais où nous prenons soin des données qui sont générées par l'activité de soins d'un gros établissement, le CHU de Nantes, et nous donnons une deuxième vie aux données de plus de 2,7 millions de patients, donc à travers ce service qu'on a appelé la clinique des données, et avec plus de 120 projets en cours, sont vraiment des principes de fonctionnement que nous avions mis en place pour donner accès en interne, donc à des investisseurs du CHU de Nantes, et en externe à des partenaires privés ou à des collègues d'autres établissements de santé, à toutes ces données pour pouvoir peut-être mieux répondre à des questions d'évaluation du soin ou pour faire évoluer le soin. Donc, ceci, on le fait vraiment dans une structure vraiment coordonnée. Donc, toute la réflexion qui est la nôtre avec Stéphanie Combe, avec l'ensemble des services analogues dans toute la région du Grand Ouest, c'est vraiment une espèce de structure en fractale. Nous, on est à l'échelle d'un établissement de santé. On a mis en place la clinique des données. Ça fait déjà depuis effectivement un petit peu de temps, puisque le service et son fonctionnement ont été approuvés par la CNIL dès 2018. Donc, on a suivi un petit peu cette aventure dès les auditions du rapport Vianney que Stéphanie Combe a mentionné, et puis le rapport préfigurateur du Health Data Hub, avec cette ambition de mettre à disposition les données tout en, évidemment, protégeant la vie privée des patients et en faisant en sorte que ces données puissent nous aider à prendre de meilleures décisions. L'idée qui était la nôtre dans ce travail aujourd'hui, c'était de vous présenter par en fait un des projets de la clinique des données. Et puis Stéphanie Combe a évoqué le projet Hugo Cher qu'on mène en coordination avec tous nos collègues du Grand Ouest. Nous, d'habitude, on exploite, c'est déjà pas mal, l'ensemble des données de soins du CHU de Nantes. Donc 2,7 millions de patients, 30 millions de documents, 130 millions de données structurées, en interne ou en externe, avec aujourd'hui 120 projets actifs. Et puis, au cœur de la crise Covid, beaucoup de services de l'établissement ont été mobilisés. Et la direction du CHU nous contacte en disant voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prendre de meilleures décisions. Je pense que il est bon de le rappeler. La pandémie, c'est vrai aujourd'hui, mais ça l'était plus encore au début de la crise Covid-19. Elle est marquée par une énorme incertitude. Nous ne savons pas. Et pour mieux savoir, pour mieux prendre des décisions, pour mieux mesurer l'incertitude à laquelle nous faisons face, eh bien, il faut des données. Et cela, on l'a fait avec les principes qui sont les nôtres. Hop, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, ça a l'air d'avoir rebooté. Oui. Donc avec les principes qui sont les nôtres, à travers... ok. Type de reconnexion... C'est bon, on vous entend. Pardon, ok, très bien. Donc c'est bon. Bon, ça frise un peu, mais c'est pas très grave. Donc, comme on a l'habitude d'exploiter des données à grande échelle, eh bien, donc la direction dit qu'est-ce qu'on peut faire que ça ne connecte pas au micro à la webcam, mais c'est pas très grave. Pardon pour cette petite interruption technique. Donc effectivement, je ne sais plus trop où je vous ai perdu, mais je dirige un service qui correspond à un étage qui s'intègre dans la dynamique du Health Data Hub, avec qui on a partagé beaucoup de réflexion et qui s'inscrit à l'échelle d'un établissement. Donc voilà, et c'est vraiment le fruit d'une réflexion de 3 ans, puis la mise en place, donc peut-être d'abord d'une gouvernance, ensuite d'un circuit d'information réglementaire pour informer les patients, informer les collègues qui sont aussi contributeurs dans la production de ces données, et puis troisièmement seulement une question d'infrastructure technique pour mettre en place cette clinique des données. On va essayer, je suis les bons conseils. Si vous pensez que c'est le réseau de l'université qui est un peu trop faiblard, il est peut-être un peu trop sollicité par Zoom pour tous nos étudiants. Donc, je ne vais pas vous parler de l'un des 120 projets de la clinique des données actuellement actifs, dont la plupart, mais pas tous, mobilisent ou requièrent
bénéficier d'une extraction de données à un moment qui provient des données qui sont produites chez nous, localement, dans un établissement de soins. On trouvait particulièrement intéressant de voir comment la réflexion qui a été la nôtre pour faire la clinique des données, eh bien, a été mobilisée en un temps record dans la crise du Covid. Je voulais retenir deux dates. Le 26 avril, la direction du CHU de Nantes, mon collègue, le professeur Magnan, alors président de la CME, m'appelle et me dit « dis donc, on aimerait bien avoir un outil là, pour mieux voir où on en est à Nantes, qu'est-ce qu'il faut qu'on décide, est-ce qu'on déprogramme, est-ce qu'on reprogramme, comment on va pouvoir gérer ça ?» Et en fait, il s'est adressé à toute notre équipe parce qu'effectivement, on a l'habitude de prendre en charge des projets avec des gros volumes de données et des échanges. Pour autant, on est hors des activités de recherche, ou l'activité de recherche qui est d'habitude liée aux entrepôts de données. Mais ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on a travaillé avec les mêmes fondamentaux collaboratifs à l'intérieur de l'établissement et plus encore ici, à l'extérieur de l'établissement. Et le 11 mai 2020, on a déployé la plateforme Argos, donc pour ce suivi de la pandémie Covid-19, avec ce qu'on appelle de la multidata. Donc notre objectif, notre réflexion, elle a été de dire, en fait, on veut informer les preneurs de décision, la direction du CHU de Nantes, des établissements de santé, également des interactions avec la métropole. Bon, on a des très bons collègues à l'Institut Pasteur, à l'Université de Bordeaux, qui sont extrêmement forts en modélisation mathématique. Et souvent, ce que eux font, c'est qu'ils sont sur une source de données, un CHU ou une remontée de données agrégées, et ils vont faire des modélisations pour prédire, et plus encore que prédire, mesurer l'incertitude de ces prédictions. Donc on va pas faire même s'il y a une saine compétition qui peut être une émulation, mais on a choisi un angle un petit peu différent. On a dit, on va faire une superposition de séries temporelles avec des indicateurs pandémiques Covid-19 sur notre territoire, localement, parce qu'on connaît les institutions, qu'on a déjà des bonnes relations avec eux, et on va construire un faisceau d'arguments qui sera multi-source de données. Donc, on voit un glissement qui est typique du big data. On passe de finalement peu de données au sens une seule source que l'on prolonge avec de la modélisation mathématique à, en fait, on a plein de données, il faut qu'on les rassemble pour pouvoir les superposer, et ça a été notre réflexe. L'autre idée particulièrement intéressante, c'était de dire, en fait, on ne va pas générer au kilomètre des graphiques et se mettre, nous, épidémiologistes ou data scientists, en position de sachant. On va au contraire fournir un outil, et l'expression n'est pas de moi, directeur d'hôpital moyen, avec la possibilité d'interagir avec des tableaux pour affiner les graphiques par âge, par sexe, par localisation géographique. Donc c'est un moyen d'interagir avec les données. Et donc on décide de s'appuyer sur la diapositive précédente, sur de la multidata, c'est-à-dire des données, et j'insiste là-dessus, qui relèvent de responsabilités indépendantes, mais volontaires dans leur coopération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de mon établissement, j'ai plusieurs flux de données que je vais organiser. Les passages aux urgences flagués Covid, la radio, le scanner, la biologie, la gériatrie, etc. Ce sont des flux candidats. Il y a bien sûr les flux publics que vous connaissez peut-être avec Santé publique France et GEOD, ce sont ceux souvent que vous voyez sur Twitter ou sur BFM. Et puis il y a aussi des flux internes qui relèvent de l'activité, le CIDOP. Et puis on a aussi été voir en dehors de l'établissement, chez nos collègues de SOS Médecins, qui sont véritablement avec des généralistes qui sont en première ligne avec des consultations à domicile, aussi les différentes antennes du SAMU, et aussi, et je tiens vraiment à les saluer, les laboratoires privés, le laboratoire BioAlliance, eh bien, qui ont partagé localement avec nous leurs données pour faire des calculs sur la positivité des tests. Et donc, on est bien dans un cadre juridique de l'évaluation de l'activité, de pilotage et dans un cadre de pandémie. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire et de manière graphique? Eh bien, on a ces différents flux, des flux internes, des flux externes. Et puis j'ai mis à part des flux publics parce que ce sont des flux qui sont souvent agrégés pour des questions d'anonymisation. Eh bien, nous, avec les flux internes ou les flux externes, on a des flux qu'on appelle pseudonymisés. C'est un terme qu'a aussi utilisé Stéphanie Combes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données directement identifiantes. Il n'y a pas besoin d'avoir le nom, le prénom, etc.
En revanche, ce sont des données personnelles, ce sont des données sensibles, et donc, je dis souvent à mes étudiants, la confidentialité qu'on doit dans nos pratiques numériques à nos patients, elle prolonge le serment d'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire en respectant la vie privée des patients. Ces données, elles sont intégrées par des API, ce sont des interfaces qui font que les bases de données se parlent entre elles. Et donc, on va stocker sur une base de données au CHU de Nantes, donc une base de données qui est hébergeur de données de santé. Donc, on a choisi un hébergement interne sur nos infrastructures d'une base de données orientée objet. Et par-dessus cette base de données objet, en fait, on développe une couche de visualisation avec cette ambition qui était la nôtre. On va d'abord empiler des séries temporelles qui viennent des urgences, qui viennent de SOS Médecins, qui viennent des laboratoires de ville. Voilà. En termes d'infrastructure, c'est vraiment plusieurs flux, une API qui les intègre, la base de données Elasticsearch, qui permet de faire de la visualisation et des analyses plus complexes de modélisation, mais peut-être dans un deuxième temps, et je vous montrerai un exemple sur l'estimation locale DR0. Alors, je vous ai préparé quelques copies d'écran. Elles sont relativement récentes puisqu'elles datent de la fin de la semaine dernière, mais ça vous montre bien ce que l'on représente ici. À la fois, donc c'est une interface web qui est accessible. Alors, on fera peut-être pas une deuxième démonstration live, mais qui est accessible avec un smartphone ou bien sur l'écran. On empile donc ici des comptages d'activités. C'est le nombre de passages en jaune aux urgences dans le département, en vert avec certains problèmes sur certains flux au CHU de Nantes, en rouge les données Covid du SAMU et en bleu les données SOS Médecins. Et ce qu'on voit au tout début de la crise, c'est extrêmement intéressant, c'était une des motivations du projet, c'est que le pic d'activité chez SOS Médecins, il précède de 3, 4, 5 jours le pic d'activité aux urgences. C'est-à-dire que les médecins généralistes, dans leur consultation à domicile, voient arriver la vague pandémique quelques jours avant qu'on voit les patients arriver aux urgences avec des syndromes sévères. Ça veut dire que mon établissement, il a 3-4 jours pour décider comment il va se préparer à prendre cette vague. Et puis on a surveillé ça et on surveille encore cela comme le lait sur le feu tout au long de la pandémie. J'attire votre attention sur le design n'a pas forcément été notre priorité, mais la capacité à filtrer ces données, à recalculer à la demande par département, par tranche d'âge et par sexe. Ça veut dire qu'on utilise toute la puissance de calcul à la demande de notre ère du big data pour pouvoir interagir avec ces graphiques. Mais qu'est-ce que ça donne si je m'interroge maintenant sur la Vendée? Ou tiens, il y en a un qui pense que c'est surtout les patients, ou la Mayenne, mais c'est un exemple un peu polémique, ou si un collègue pense que peut-être ce sont les femmes après leur ménopause qui sont particulièrement sensibles à cause des déficits immunitaires. Donc on a des outils aujourd'hui qui permettent d'interagir avec les données pour aller confronter nos intuitions à des données. Je crois que c'est vrai dans le pilotage de la pandémie et ce sera vrai dans le futur du pilotage de notre compréhension de l'activité d'un établissement de santé et probablement plus généralement pour toutes les entreprises. Je vous montre un autre graphique qui est peut-être plus facile à commenter. Vous voyez en bleu les hospitalisations Covid tout service et en rouge l'occupation en réanimation. Donc on voit très bien ici sur la partie gauche la première vague et on voit la deuxième vague dont l'ampleur est plus importante dans la région, avec des modalités de passage en réanimation qui ont changé. Donc on écrase complètement la courbe de réanimation. C'est aussi des patients qu'on garde plus longtemps. Et vous voyez que le déconfinement de cette deuxième vague n'a pas du tout la même forme. Donc on discute vraiment avec des données qui nous permettent de nourrir nos discussions. Et je me souviens très au début, mon président de CME m'a dit tiens, c'est marrant Pierre-Antoine, on dirait que les patients ils arrêtent de venir aux urgences quelques jours avant que la pandémie explose. Donc ça donne beaucoup d'éléments de discussion sur les données et je vois les questions du chat en même temps. J'aime beaucoup la Mayenne et je pense que c'est une vraie force de collaboration puisque l'application s'applique aussi à certaines données qui sont issues du 53, même si l'application a été vraiment développée autour du périmètre du CHU Nantes. Et je voudrais terminer par ce graphique qui est intéressant.
puisque on fait une modélisation mathématique, alors relativement simple, on pourrait estimer le fameux R0, dont on parle peut-être un petit peu moins dans les journaux, mais qui permet de calculer le taux de réplication du virus. Hein. Donc c'est assez simple. Au-dessus de 1, la pandémie progresse. En dessous de 1, elle régresse. Et cet estimateur, eh bien, on peut l'estimer de différentes sources. J'aimerais bien qu'on dise ça parfois sur BFM. On peut utiliser les hospitalisations. C'est ce qu'on utilise en bleu ici, en rouge ici. On peut également utiliser la positivité des tests. Et vous voyez, là encore, c'est un faisceau d'arguments qui viennent nourrir notre intuition. Donc, c'est jamais le big data qui réfléchit à notre place, mais qui nous fournit, qui nous sert sur un plateau des données qui nous permettent de mieux réfléchir. Et là encore, c'est toute la gouvernance des données. Alors, on va peut-être renoncer à la démonstration en ligne sur mon smartphone, mais effectivement, c'est possible. C'est ce que je fais le soir avant de me coucher, le matin quand je me lève, ce que font parfois les directeurs d'hôpitaux également. Et c'est intéressant pour montrer à quel point on peut libérer l'accès à la donnée. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui rassemble près de 750 000 données individuelles. En guise de conclusion, et peut-être pour ouvrir un peu plus le débat, ce que j'ai trouvé particulièrement passionnant dans ce projet Argos et dans d'autres, puisque j'ai eu l'honneur de piloter le projet Macaire avec beaucoup de start-upers, c'est que dans la crise, en fait, c'est un formidable accélérateur pour changer nos pratiques ou s'apercevoir que peut-être un changement peut avoir du bon, même si on est un peu forcé par la crise. Et peut-être que ces pratiques-là résonneront pour vous. Nos anciennes habitudes, c'est la manipulation de tableaux Excel. Parfois nominatif. Alors, quand on est dans le cadre du soin, quand on est à l'intérieur de l'établissement, c'est pas trop grave, mais ça peut partir parfois par email, etc. Même si on ne doit pas le faire. C'est beaucoup de données agrégées. Des données agrégées, c'est super, mais être capable de faire un calcul par âge, par sexe, par localisation géographique, ça requiert des données individuelles et du calcul à la demande. Beaucoup de transmissions par email et aussi beaucoup d'extractions manuelles, y compris dans les ARS. Nous, on a fait un saut puisque les données sont transmises automatiquement tous les jours. Et par exemple, les hospitalisations, ça se passe à 11h le matin. On a des bases de données qui sont orientées objets plutôt que orientées relationnelles ou en tout cas fichiers Excel. On échange non pas des tableaux Excel, mais des objets JSON. On a fait le choix d'un hébergement interne au CHU de Nantes et pas d'un hébergement sur le cloud, éventuellement confié à une grande société susceptible d'être soumise au Patriot Act ou au Cloud Act. Je crois que ça aussi, c'est un choix important qu'on fait dans la crise. Et puis, en guise de teaser pour une intervention que vous aurez dans la deuxième session avec Olivier Breillac de la société qui s'appelle désormais Octopies Mimetic Data, on a été même jusqu'à s'interroger sur notre nécessité d'avoir des données pseudonymisées et si on ne pouvait pas remplacer chacune des données pseudonymisées par en fait ce qu'ils appellent des avatars, c'est-à-dire des données de synthèse qui finalement nous permettraient de calculer exactement les mêmes séries temporelles. Troisième élément, et on s'est voulu en rupture avec la production de rapports en PDF par des experts, les data scientists de mon service, moi-même, qui qui serions les seuls à maîtriser la production des graphiques. Mais on a fait l'inverse. En fait, on a une plateforme web accessible à tous, qui est déjà une forme d'autonomisation des décideurs vis-à-vis des data et des experts. Je pense que la place de l'expertise scientifique fera longtemps débat et en référence au Covid. Et puis, c'est aussi le fruit de notre jeu collectif. Alors, d'habitude, je peux faire une blague sur le jeu collectif à la nantaise dans le foot, mais en ce moment, c'est pas la bonne période. En tout cas, très souvent, quelque part, on est un peu en aveugle parce qu'on utilise une seule source de données. Et le futur de la gouvernance à partir des données, c'est pas d'utiliser un seul flux, en interne ou en externe, c'est d'en utiliser plusieurs. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça de la multidata, des données multisources. C'est une question de gouvernance, de subsidiarité qui détermine les conventions qu'on a entre les établissements. Et je pense que ça, c'est aussi une magnifique leçon de changement dans la crise. Et je crois que je serais ravi d'interagir avec vous, soit par le chat, soit à travers vos questions.
Très bien, merci beaucoup professeur, c'était très clair, très intéressant aussi d'avoir une application concrète et aussi en lien avec ce qui se passe en ce moment. Nous avions deux questions, une de Christophe Clément. L'idée de la direction de votre CHU a eu une excellente idée. Comment est constituée votre équipe d'analyse? Combien de data analyst scientists versus de professionnels de la médecine? Alors, pour moi, c'est très important. Alors, je vous réponds sur le projet et puis dans la clinique des données. Le choix qui a été le nôtre, et il est différent dans d'autres établissements pour plein de raisons, c'est d'avoir un professeur d'université, praticien hospitalier, spécialisé en recherche. J'ai presque 150 publications à mon actif, à la tête du service. C'est-à-dire qu'on fonctionne vraiment comme un service clinique. On ne traite pas les patients, on traite des données. Bon, tous les services du CHU de Nantes avec des médecins alors, ne traitent pas nécessairement des données. Hein. Donc ça, je pense que c'est un premier point. C'est aussi une manière de positionner le service, non pas comme une plateforme de service dans l'établissement, mais comme un pôle d'expertise, comme d'autres collègues sont des experts de la dermatologie. Donc, je crois que ça c'est vraiment important. Donc moi, je suis PUPH, je suis professeur d'université. Mon travail, il est triple. J'enseigne, je dirige une équipe de recherche et mon activité hospitalière, c'est celle que je vous ai partagée. J'ai deux médecins de santé publique qui sont des praticiens hospitaliers dans le service et une épidémiologiste senior. Et j'accueille des internes, donc des futurs médecins, qui viennent en stage dans le service. Donc, vous voyez, on est un vrai service. Hein. Donc ça, c'est important. C'est peu de personnes parce que c'est un nouveau service, même si l'activité se développe de manière exponentielle. Je me fais parfois taxer de mener mes équipes comme des startups, mais j'en suis plutôt fier. Après, c'est une très bonne interaction avec la direction des services informatiques du CHU de Nantes. Donc, eux sont 120, mais voilà, on a vraiment fait une réflexion collective quasiment depuis 5 ans finalement, hein, pour avoir un département dédié à l'innovation et à la recherche. C'est pour ça que dans la crise, quand on les appelle et qu'on fait Dylan, est-ce que tu peux me déployer une machine virtuelle? J'ai besoin de tant de Tera, tant de mémoire sur le serveur HDS. Bah, dans la semaine, c'est fait. Je vous avoue qu'en plan B, je m'étais dit, on va peut-être faire ça sur le cloud avec un hébergeur. Tant pis, on paiera. En fait, une semaine après, c'était réglé. Je l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure en montrant l'infrastructure. On a fait le choix du logiciel libre, hein, en tout cas avec Elastic et Kibana. Ce qui est important, et pour le coup, on avait des équipes trop petites, c'est qu'on a été assisté par l'équipe de WeData, donc Octopies, qui travaillait déjà avec la DSI, qui était connue. Et donc, avec qui on a... Enfin, vous voyez, le jeu collectif, la gouvernance est vraiment au cœur de la réflexion du travail que l'on fait. Et donc, ça a été facile de travailler avec une société privée qui a vraiment apporté son expertise aussi, actant qu'on n'avait pas forcément les forces en interne, y compris pendant la crise. Hein. Faut pas sous-estimer à quel point l'organisation d'un établissement qui a quand même 12 000 salariés est mis à mal, contrainte, dans ce genre d'épisode pandémique. Ok. Très bien. Vous vouliez ajouter autre chose ou sinon on a une... Je vois les questions. Il y a une question sur les coûts. C'est pas très facile. Alors, on compte pas nos heures, donc c'est pas très facile de vous dire combien ça coûte. On l'a fait aussi avec l'énergie de la mobilisation du Covid. On a eu le soutien de la métropole de Nantes, qui a vu un projet important dans lequel elle se mobilisait. Je crois que la subvention globale de la métropole de Nantes pour ce projet et d'autres, c'est 250 000 €. Donc, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Évidemment, on l'aurait fait probablement un peu différent si ça avait été un projet classique et pas en mode urgence. Je crois que ce qui est plus intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en fait demain. On a fait ça un peu vite, hein, mais est-ce que demain, et ça c'est une réflexion que je vous partage qu'on a avec alors un peu avec l'ARS, même si ils ont toujours d'autres préoccupations, donc
Mais la métropole de Nantes voit dans ce projet Argos en fait une opportunité peut-être pour penser demain quasiment une météo santé du territoire. Donc cette météo santé, on l'a fait là pour le Covid dans l'urgence, mais peut-être que demain c'est un flux sur la pollution atmosphérique, la qualité de l'eau, etc. Qu'on peut imaginer. Et puis avec le niveau de granularité que l'on souhaite, par quartier, par région, par sous-région, par arrondissement, etc. Donc tout ça, c'est possible, tout en ayant toujours en tête le respect de la vie privée des individus ou des institutions qui sont à l'origine des données. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on travaille main dans la main avec WeData, Octopies, Mimetic Data. D'accord, très bien. Je vois qu'il y avait une autre question, mais peut-être que vous pourriez la poser justement à 16h. Vous serez sur le salon virtuel à la table numéro 2. On pourra poser directement cette question-là parce que je vois que le temps file et on doit enchaîner notre autre présentation à suivre. Merci beaucoup, professeur. C'était très intéressant encore une fois et c'est aussi chouette de voir toute cette collaboration entre privés et acteurs publics et merci pour ces clarifications.